Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour et merci pour votre fidélité sur les antennes de Label Télévision et Radio dans ce fabuleux programme qu'est le Forum Ado, cette émission qui donne la parole aux jeunes. C'est une plateforme d'expression qui leur est totalement dédiée pour discuter des questions d'ordre social et sociétal. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous allons parler de la question de la liberté d'expression, ce droit fondamental qui nous est donné comme ça par la Constitution et qui tire ses origines de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ensemble avec nos invités, nous allons voir qu'est-ce qu'il en est de l'effectivité de ce droit. Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous présenter nos invités de jour. Messieurs, dames, bonjour à vous. Bonjour Marvin. Alors, nous allons peut-être commencer par ce seul visage féminin que nous avons à l'écran aujourd'hui. C'est Emmanuelle Marie Foutou. Bonjour cher ami, et comment vous allez aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Vous êtes avec nous sur ce plateau en direct depuis Paris. Voilà, on rappelle que vous êtes étudiante comme ça à Nice. Vous étudiez les sciences de la communication, notamment le journalisme. Ça se passe bien pour vous? Ça se passe bien. On est en fin d'année, on attend les résultats. Ça se passe bien. Ça marche. Bon courage pour la suite. Avec nous également, nous avons Monsieur Kwame Emmanuel Koudadje. Cher ami, bonjour à vous. Oui, bonjour Marvin. Comment vous allez aujourd'hui? Je me porte très bien aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur votre présentation, mais pour aujourd'hui, on va retenir que vous êtes juriste de formation, vous êtes diplômé de l'université de Senghor à Alexandrie. Et actuellement, vous nous appelez depuis Kara au Togo. Ça se passe bien pour vous? Effectivement. Ça marche, merci. Oui, ça se passe bien, tout va bien, on remet. Le président togolais va bien? Merci, je vous en prie. Oui, il se porte bien. Ça marche, je passerai lui rendre visite d'ici là. Nous sommes également avec Monsieur Bénicien Bouchedi, il est en France, il est avec nous aujourd'hui. Nous rappelons que c'est un écrivain très talentueux. Monsieur Bouchedi, bonjour à vous. Bonjour Marvin. Comment vous allez? Assez vivant, merci. Ça marche, on rappelle que vous êtes résident en France actuellement. Effectivement. Ok. À nos côtés, pour terminer ce tour de table, nous avons Monsieur Onel Jennifer Kogé. Vous êtes caricaturiste. Ce que vous faites est très beau, c'est très bien et nous marquons notre admiration sur le travail que vous effectuez. Comment vous allez? Alors déjà, merci et je vais très bien. Je vais très bien, merci. Merci bien. On rappelle à juste titre que l'on vous contacte depuis Washington DC aux États-Unis d'Amérique. C'est exact? Chicago. À Chicago, ça marche. À par ailleurs, on vous dit bonjour ou bonsoir? Bonjour, il est 8 heures. Ça marche. Bonjour à vous. Alors, chers tous, nous allons parler de la question comme ça de la liberté d'expression. C'est un droit fondamental et ensemble, nous allons voir de quelle manière est-ce que quel rapport vous avez avec ce droit dans l'exercice de vos fonctions. Commençons par Emmanuelle Marie Foutou. On rappelle que la liberté d'expression est un droit qui nous est garanti, mais aujourd'hui on se rend compte que nos dirigeants, nos chefs d'État ont du mal à nous laisser justement jouir de ce droit. Et comme vous faites du journalisme, je vais peut-être vous demander si très exactement ce droit n'est-il pas garanti par la pratique du métier de journalisme? Ça dépend de l'endroit où on se trouve, bien évidemment. Okay. Mais s'il faut contextualiser les choses sur le plan panafricain et plus précisément même sur le plan gabonais, on remarque que sur le plan des textes de loi qui légitiment la liberté d'expression par voie de presse, les lois sont claires. Il y a une liberté d'expression, surtout qui nous est conférée par le Code de la communication de 2016 au Gabon. Mais dans les faits, de ce qui est, le Gabon est classé selon Reporters sans frontières au 117e rang sur 180 pays et régions recensés dans ce classement mondial concernant la liberté d'expression. Donc, on note qu'il y a une véritable distorsion entre la réalité de ce qui est gravé dans nos textes de loi et la réalité des faits, ce qui est véritablement sur le terrain. Aujourd'hui encore, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'acteurs de la communication, du secteur de la communication, sont restreints dans leur liberté
dans leur liberté d'opinion, leur liberté de penser au niveau des médias. Et même les médias eux-mêmes sont encore trop restreints par les autorités. Alors que la liberté d'expression, comme vous l'avez rappelé au début, est un droit qui nous est conféré par la Déclaration universelle et surtout un principe républicain qui nous est conféré par la Constitution de notre État gabonais. Ça marche. Alors, puisque nous sommes encore avec vous, hein, l'État gabonais, c'est un État assez particulier. On a l'impression comme ça que le pouvoir en place a pris d'assaut comme ça l'écran. Voilà, lorsqu'on regarde un journal télévisé, on communique beaucoup plus sur des communications gouvernementales, sur le parti au pouvoir, mais on ne laisse pas un certain espace comme ça d'expression à nos amis de l'opposition. Quelle critique vous avez de cette observation? J'ai rarement vu par exemple M. Jean Ping sur le journal télévisé de Gabon 24, de Gabon Première. Quelle critique vous apportez sur cette observation? Pour moi, c'est un non-sens, d'autant plus que le Code de la communication de 2016 que j'ai cité précédemment dit en son article 3 que toute personne a le droit de venir s'exprimer, quelle que soit sa pensée, son opinion, a le droit de s'exprimer, surtout sur les chaînes de télévision publiques. Mais on remarque que, et même d'ailleurs M. Bénitien ici présent, on a fait les frais, on remarque que ce droit n'est pas respecté. Je ne voudrais pas caractériser cela d'injustice, mais de non-sens tout simplement. C'est un non-sens qui mériterait quelque peu une attention particulière, que nos dirigeants arrêtent de nous faire croire en fait que nous avons des droits, alors que dans les faits, il n'en est rien. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ça vous freine dans votre élan, dans votre avenir professionnel? Est-ce que vous le voyez déjà compromis? Est-ce que d'ailleurs vous comptez exercer dans le contexte africain? Je compte exercer dans le contexte africain parce que je crois en notre jeunesse, je crois en notre capacité de faire évoluer les choses. Aujourd'hui, c'est ce qui est. On est dans un contexte où, certes, la liberté d'expression n'est pas autant... Je dirais que la liberté d'expression n'est pas autant ouverte, n'est pas autant accessible à tous. Mais je pense qu'avec le temps, les choses se feront. De nouvelles générations, il y a un certain vent nouveau de jeunes gens qui sont conscients de ces réalités-là et qui, j'en suis sûre, une fois aux manettes, essaieront de faire évoluer les choses. C'est agréable de vous écouter parlant ces mots. C'est à juste titre que vous l'avez cité. Nous sommes également, je le disais, avec M. Bénitien Boucheli qui est écrivain. Alors dites-nous, vous êtes écrivain. Dans la pratique de votre exercice, est-ce qu'il y a une forme d'atténuation, de censure de vos pensées ou vous écrivez tel que vous pensez? Merci pour la question, Marvin. D'abord, te remercier aussi et remercier tout votre groupe pour l'invitation. C'est un honneur. Et pour répondre à la question, je ne suis pas inquiété par mes propres idées parce que c'est moi qui les conçois. Par mon imaginaire, le produit de mes imaginations. Et je pense que pour les exprimer au Gabon particulièrement, ça revêt tout un contresens, comme disait Emmanuel tout à l'heure. On observe effectivement que ceux qui jouissent d'une certaine visibilité auprès des médias on va dire ça comme ça, gouvernementaux, sont ceux qui portent le discours du gouvernement. C'est celui qui va dans le même sens à peu près que la vision de ceux qui nous gouvernent. Or, et cela on va, je pense, à l'observation de tous les pays francophones d'Afrique centrale. Lorsque le discours d'un écrivain ou d'un intellectuel va à l'encontre de la vision politique de ceux qui gouvernent, tout de suite, il est censuré. Simplement parce que les médias sont tenus, effectivement, par les gouvernants. Les médias sont aujourd'hui les propriétés de ceux qui nous gouvernent. Et en ce sens, malheureusement, lorsqu'on tient le discours qui va critiquer, parce que lorsqu'on parle de liberté d'expression, lorsqu'on parle de censure et autres, généralement, ceux qui subissent la censure sont ceux-là qui critiquent les actions, les insuffisances de l'action gouvernementale. Et malheureusement pour moi, oui, quelquefois j'ai été victime de cette censure-là. Récemment, j'ai fait une émission en ligne avec Gabon 24, quelque chose du genre. Mais cette émission n'est pas passée. En fait, elle est passée une fois, elle a été suspendue.
la rediffusion interdite, la mise en ligne interdite, simplement parce que le livre, et je parlais d'un de mes livres, Rêve mortel, précisément, la manière avec laquelle je développais certains points de ce livre-là ne cadrait pas avec la vision politique gabonaise en ce moment-là. Et donc, les décideurs, ou plutôt ceux qui sont à la charge de cette chaîne ou du média, ont décidé simplement de censurer mon passage. Donc ça remet en cause finalement, non pas la liberté d'expression, mais plutôt la liberté d'opinion, ou plutôt la vulgarisation des opinions de façon équitable sur certaines chaînes ou certains médias gabonais ou africains de manière générale. J'ai peut-être envie de vous demander, lorsque vous faites face à ce genre de réalité, est-ce que ça vous encourage à écrire davantage ou est-ce que ça vous renferme sur vous-même ou ça vous emmène justement à délocaliser votre champ d'attaque, j'ai envie de dire comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui, il vous arrive d'écrire sur des questions, je vais le dire comme ça, dites fâcheuses, en griffe concernant le Gabon, ou est-ce que ce genre d'expérience vous font détourner justement de ce champ qui était le vôtre? Alors, d'abord préciser que l'écriture est une forme d'expression déjà. Okay. Et lorsque je ne passe pas dans un média, parce que je ne suis pas obligé de passer dans un média, mais j'écris simplement. Je produis des livres et c'est au lecteur d'aller dans les librairies, vers les libraires, les procurer. Et on passe généralement dans les médias pour faire la promotion de ces livres-là. Or, si votre discours ne tient pas compte de la ligne éditoriale du média, mais le média est libre de vous censurer ou pas. Et moi, je ne suis pas... Non, ça ne me gêne pas. Au contraire, ça m'encourage. Ça me donne plus d'envie parce que ça me rassure surtout pour moi qui suis supposé être considéré comme écrivain politique parce que je m'intéresse plus aux questions politiques, quoi que liées à la sociologie ou aux autres sujets, mais la politique d'abord. Ça m'encourage surtout à réorienter mon discours et à voir comment faire de plus en plus mal. Mais faire mal, pas pour humilier, pas pour attaquer, mais faire mal pour montrer à quel point, finalement, nous vivons dans des espèces de sociétés encore prisonnières, je veux dire, de ses propres dirigeants, de ses propres fils. Et malheureusement, forcer la parole en ce moment-là, c'est imposer sa vision sociale, imposer son discours et faire en sorte surtout que ceux qui nous lisent ou ceux qui ne sont pas forcément au fait de ce qu'on écrit s'approprient les livres pour voir ce que nous développons là-dedans. Et donc, si on m'empêche de parler à la télévision, on ne m'empêchera pas d'écrire, on n'empêchera pas un lecteur d'aller s'approprier mon livre. Au contraire, moi, ça me donne de plus en plus envie d'écrire, de développer de tels sujets pour faire évoluer la pensée et le discours social. De toutes les façons, avec l'ouverture que nous proposent les réseaux sociaux, tout le monde aujourd'hui peut s'exprimer. Tout le monde peut s'exprimer et j'ai envie de dire, sans mesure. Donc, ce qui m'emmène peut-être à me retourner vers Monsieur Onel Jennifer Kogé depuis les États-Unis d'Amérique. Vous êtes caricaturiste et on a l'impression que votre métier de caricaturiste fâche beaucoup plus la cible au lieu de l'intéresser ou de l'éduquer. Est-ce que vous pouvez revenir sur le bien fondé de la caricature? Elle vise à quoi? Bon, déjà, merci de me donner la parole et merci de m'avoir invité sur ce plateau pour échanger avec vous. Bon, vous savez, déjà, vous savez, nous, on ne fait que illustrer nos pensées, on ne fait que illustrer nos opinions. On met sur papier, disons sur numérique, la manière dont nous, on voit les choses, vous voyez. Et malheureusement, c'est souvent mal perçu, certains, bien reçu par d'autres. Pourquoi? Parce que nous faisons un tout petit peu dans la dénonciation, en fait, dans la revendication. Voilà, sous une base qui m'est propre. Voilà, comme vous savez, j'utilise des personnages, des enfants, parce qu'on dit souvent que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Donc, à ce juste titre, j'ai utilisé des enfants pour justement dire la vérité. Et c'est cette vérité-là qui fâche, qui dérange. Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est assez difficile de s'exprimer de manière claire parce que je suis souvent obligé d'utiliser certaines pirouettes. Je ne suis pas les noms, je voile, je masque, vous voyez. Mais dans le fond, comme vous voyez, vous savez de qui je parle. On va se retourner vers notre ami Kwame Emmanuel depuis le Togo, avec qui nous allons faire comme ça, lancer un regard panoramique sur les dispositions légales au Togo en rapport avec la liberté d'expression. Kwame Emmanuel, la parole est à vous.
Merci à la Belle TV pour l'invitation. Merci, chers invités qui ont répondu à l'appel. Je suis très, très ravi de pouvoir participer à cette émission. Il convient avant tout de savoir ce que c'est que la liberté d'expression. Donc, la liberté d'expression tout court, c'est l'aptitude reconnue par les lois et les règlements à toute personne de véhiculer sa pensée, ses idées, ses ressentiments et autres. Donc, comme dans tout pays, la loi fondamentale, c'est la Constitution togolaise de la 5e République du 14 octobre 1992 qui consacre la liberté d'expression. Cette consécration se situe au niveau de l'article 50 de la Constitution togolaise qui stipule que, je le cite, les droits et devoirs énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les instruments relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Togo font partie intégrante de la présente Constitution. Un point, je vais m'attarder sur ce point. On voit clairement que le législateur togolais reconnaît la liberté d'expression, mais ne met pas en place les dispositions spécifiques, mais renvoie plutôt aux textes internationaux et traités et conventions internationales. Le législateur togolais ne fait pas cas expressément de la liberté d'expression en énonçant des normes précises, mais renvoie plutôt à des textes internationaux. Donc, on a à cet effet la Déclaration universelle des droits de l'homme. À son article 9 qui stipule que tout individu a le droit à la liberté d'opinion, d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, recevoir et de répandre sans considération de frontières des informations et des idées, par quel moyen que ce soit. Et l'article 20 de cette même Déclaration universelle des droits de l'homme vient de renchérir en disant « Toute personne a le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. » Ça peut être un peu trop pour les autres, mais j'aimerais mettre un point là-dessus. En fait, la liberté d'expression, on s'exprime par tout moyen, comme je venais de le dire si haut, par la presse et autres. Mais aussi, on peut s'exprimer en se réunissant, d'où la liberté de réunion. On peut exprimer ce qu'on ressent en faisant des manifestations également. C'est très clair. Avant que vous ne continuiez, on va revenir avec vous tout à l'heure. Ce que vous dites est tellement intéressant et pertinent que ça nous emmène peut-être à nous retourner vers Monsieur Maréchal Zongo depuis la Côte d'Ivoire. Monsieur Maréchal Zongo, bonjour. Vous êtes artiste, humoriste, vous êtes parmi nous. Comment vous allez? Votre micro, s'il vous plaît. C'est un plaisir pour moi de participer à cette rencontre parce que vous savez, ça nous engage tous en tant que jeunes Africains aujourd'hui quand on parle de liberté d'expression parce que nous sommes dans des pays où il y a des réalités, où il y a des situations par rapport auxquelles nous avons le devoir de réagir, le devoir d'interpeller et en majorité nos dirigeants. Et aujourd'hui, la liberté d'expression est perçue par certains comme une opposition politique, une position politique. Non. Pour resserrer dans le domaine dans lequel moi j'exerce, qui est le domaine de l'art, ça ne sert à rien de pratiquer ce domaine si on n'a pas de possibilité d'exprimer les ressentis vrais. Parce que c'est en exprimant les ressentis vrais que la diversité va exister. Et c'est dans cette diversité-là que nous trouvons une beauté. Donc, il faut que chacun arrive à exprimer ce qu'il ressent et que l'autre l'accepte, même si ce n'est pas son avis, pour qu'ensemble, on puisse trouver le juste milieu qui est le meilleur, qui peut être le meilleur pour tous. Voilà. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de regrets qu'on voit que dans nos différents États, on donne l'impression, on fait des campagnes pour donner l'impression qu'on fait la promotion de la liberté d'expression, mais des journalistes sont emprisonnés, des artistes sont muselés, des œuvres sont censurées, des étudiants sont bastonnés pour leur position. Donc ça veut dire qu'il y a encore à revoir. Il faut que nos dirigeants revoient leur copie. Il faut que ce qu'ils apprécient ailleurs, sous d'autres cieux, que ça se passe aux États-Unis, en Amérique, en Europe, on est content de voir que ça se passe comme ça.
Et on est triste de savoir que nos amis, nos frères, nos dirigeants vont à ces écoles-là pour sortir avec d'autres résultats qui ne sont pas en conformité avec ce qu'ils venaient au-delà de tout. Donc vraiment, c'est mon point de vue. Comme nous commençons l'émission, je pense que je reste disponible pour la suite. Ok, et puisque nous sommes encore avec vous, hein, Monsieur Maréchal Zongo, aujourd'hui nous pensons que tout le monde peut s'exprimer et qu'on ne peut pas enfermer la liberté d'expression. Et au titre des personnes qui doivent encore beaucoup plus s'exprimer, il y a les artistes que vous êtes. Et moi je sais que les différents textes que vous écrivez, vos différents numéros font quasiment le top 6 de la société ivoirienne en particulier, la société africaine en général. À ce moment-là, est-ce que vos textes souffrent d'une quelconque atténuation? Est-ce que vous dites ce que vous voulez quand vous voulez? Je vous le demande pourquoi. Parce qu'en décembre dernier, on a vu l'histoire des deux artistes, là, Siro et son ami, qui ont commenté, Yodé et Siro, qui ont commenté justement la position d'un magistrat, d'un procureur. Et ben, ils se sont vus inquiétés. C'est une amende de combien de millions, 1 an d'emprisonnement. Est-ce qu'aujourd'hui, votre art se voit menacé? Mais moi, je pense que tant qu'on va interpeller des artistes parce qu'ils auront exprimé une position qui n'est pas une position, j'allais dire, inventée, qui est une position réelle, parce que tout ce que les artistes traduisent les réalités de leurs différentes sociétés. On dit une œuvre d'art est un coin du monde vu à travers un tempérament. Ça veut dire que c'est ce que vous voyez, que vous transmettez sur un écran plus large pour que ça puisse toucher les sensibilités des uns et des autres. Et nous avons tous assisté impuissants à la convocation que nos collègues Yodé et Siro ont reçue ici. On ne pouvait rien faire, mais le souhait de tous, c'est qu'on n'en arrive pas là. Dans un pays, il faut qu'il y ait des gens. En Afrique, on a un problème. On fait une nuance entre ceux qui posent l'acte, ceux qui posent l'action qui est à critiquer et ceux qui critiquent l'action. Normalement, c'est à qui on doit s'adresser. Celui qui pose l'action, s'il n'a pas eu peur de poser l'action, ce n'est pas celui qui vient critiquer qui est le problème. Malheureusement, on est dans des situations où une action est posée. Tout le monde est conscient que ce n'est pas bon. Mais c'est toi qui vas en parler qui devient le problème. Voilà. Et tant qu'on va aller comme ça, il faut qu'on se préoccupe de l'héritage qu'on laisse à nos enfants. Qu'est-ce qu'on laisse? On laisse une société hypocrite et on laisse des jeunes qui ne disent pas ce qu'ils pensent, qui construisent sur le mensonge. Non. Nous pensons qu'aujourd'hui l'Afrique est arrivée à un niveau, il faut qu'on pousse les jeunes à s'assumer. Il faut qu'on pousse les jeunes à s'assumer dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils pensent et dans ce qu'ils disent. Que ce soit au Gabon, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Togo, que ce soit en Côte d'Ivoire, il faut que nous puissions, nos États comprennent que l'ère du bâton s'est passée. Maintenant, on est à l'ère où le cerveau se met en action pour produire des résultats et des sens qui peuvent contribuer au développement d'une société. Voilà. C'est agréable de vous écouter parler en ces mots. On va peut-être souffler un grand coup très rapidement pour écouter ces jeunes Togolais qui ont bien voulu se prêter à l'exercice en donnant leur ressenti sur la liberté d'expression au Togo. Regardons-les et revenons après. La liberté d'expression sous-entend un droit reconnu à une personne lui permettant d'exprimer sa pensée ou de donner sa volonté ou son point de vue sur un sujet donné. Et le droit togolais n'est pas resté indifférent à ce sujet de liberté d'expression. Il a su consacrer dans sa constitution. Donc, nous pouvons aussi remarquer cette liberté au niveau de la presse. La presse qui exprime sa pensée à travers des écrits. Et nous pouvons aussi noter une liberté de manifestation qui est reconnue aux citoyens, les permettant de manifester ou d'exprimer leur volonté à travers une manifestation. Donc, nous pouvons noter une effectivité de liberté d'expression au Togo. Bonjour, je réponds au nom de Kogi Ndoubé, étudiant en géographie à l'université de Kara, Togo, et je donne mon point de vue sur la liberté d'expression dans mon pays. Je crois que la liberté d'expression au Togo, elle est limitée, elle est restrictive, elle est encadrée par les structures de l'État qui s'occupent de la communication. Donc, je crois que il y a certains sujets sur lesquels
avant de s'y aventurer, on regarde beaucoup de paramètres. On regarde beaucoup de paramètres pour peur d'être poursuivi après. Voilà, parce que la plupart des Togolais ont cette peur-là d'être poursuivis après pour certains délits, bon, comme des outrages et autres envers bon, l'État, ou ça dépend de celui qui se sent visé. Sinon, bon, la liberté d'expression, elle existe, mais pas sur tous les sujets. Pas sur tous les sujets. C'est pas sur tous les sujets on peut s'exprimer librement. Voilà. Donc, je vous remercie. Parler de la liberté d'expression, on m'a parlé du droit à l'expression reconnu à tout citoyen, c'est-à-dire la liberté d'exprimer ce qu'on pense, dans le droit de dire ou de donner son point de vue sur un sujet donné. Et cette liberté d'expression a été consacrée par la Constitution togolaise, c'est-à-dire que le droit togolais reconnaît à tout citoyen la liberté d'expression. On peut évidemment relever cette liberté d'expression par le droit au suffrage qu'a chaque citoyen, le droit d'appartenir au parti politique de son choix. C'était là les avis de quelques jeunes Togolais habitants de la ville de Kara qui nous remontaient comme ça leur ressenti sur cette question. Nous allons continuer avec M. Kwame Emmanuel depuis le Togo à Kara. Alors dites-nous, à quoi est due la distance qu'on voit entre les textes réglementaires justement qui régissent la vie au Togo, voilà, la liberté d'expression et la réalité du terrain? Vous, en tant que juriste, qu'est-ce que ça vous évoque, cet écart qu'il y a entre les dispositions légales et la réalité observable sur le terrain? Sans mettre de sentiments, je vais dire que les textes sont assez clairs. Ok. Et comme déjà énoncé, la loi togolaise reconnaît les libertés. Cependant, il y a des raisons qui font que cette liberté est encadrée. Parce que si nous retournons en philosophie, on dit que notre liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Donc la liberté d'expression ne peut pas rester sans être encadrée. Okay. Ça amènerait à l'arbitraire, les atteintes aux droits privés, aux libertés privées des autres. Par exemple, à la personnalité, on voit ensemble les discriminations et autres, les outrages à magistrats et autres. Donc, ce qui fait que il y a des cadres juridiques, des règles précises qui sont en même temps le contrepoids de la liberté d'expression. On sait que c'est une liberté fondamentale, un droit de l'homme. Même en dehors de tout État, c'est une liberté qui est reconnue à tout le monde de manière universelle même. Mais on ne peut pas laisser les gens jouir de cette liberté sans des garde-fous. La raison pour laquelle il y a des choses, et quand ces cas arrivent, il faut vraiment aller dans les tests, vérifier. Parce que les tests, nous les avons acceptés. Parce que ceux qui votent ces lois, ce sont nous qui les avons élus. Donc, ils nous représentent indirectement. Donc, nous avons consenti à la rédaction de ces tests. Donc, il faut que nous nous approprions ces tests pour ensemble éviter ces trucs. Donc, scientifiquement, c'est ce que je peux dire. En tout cas, c'est très pertinent, hein, les propos que vous soulevez. C'est d'autant plus pertinent que j'ai peut-être envie de vous demander quelle serait la limite à la liberté d'expression, à la liberté de penser. Vous l'avez rappelé très justement, hein, que ma liberté s'arrête là où celle d'autrui commence. Alors, celui qui exprime ses idées, qui exprime sa position, quelles seraient ses limites? Ces limites seront, en gros, les tests en vigueur. Ok. Par exemple, le droit de ne pas empiéter sur les libertés de l'autre. De ne pas, par exemple, énoncer des propos amenant à la haine. Entre autres, les violences verbales et autres. Donc, en quelque sorte, c'est tout ça. Donc, il n'y a pas... C'est vrai qu'il y a exactement des garde-fous, des choses qui limitent, des lois, des dispositions qui limitent la liberté. Mais
juste éviter de faire la part des choses. On n'interdit pas aux gens de publier leurs pensées et autres, mais ils doivent le faire en respectant la liberté des autres, d'autrui. Par exemple, ne pas proférer des propos diffamatoires sur un chef d'État, par exemple, ou bien une autorité. Si j'évoque le cas de la cuillère dorée au Togo en décembre, en fin décembre, nous étions en pleine fête et il y avait un journaliste qui a évoqué un scoop, comme ils aiment le faire. Donc, il avait fait interpeller 2 ministres étant rendus dans une institution de la place et sont repartis avec 2 cuillères dorées dans leur sac. Mais ça a été un peu compliqué parce qu'il indexait indirectement les gens, parce que l'événement avait eu lieu et ce qu'ils disaient n'était pas prouvé. Donc, dans la minute qui a suivi, ils étaient revenus démentir l'information, mais la loi était appliquée parce que c'était déjà sorti. On ne peut plus ralentir, on ne peut que ralentir le tir, mais la réputation de la personne est déjà entachée. Donc, il faut vraiment penser à tout ça avant de proférer des propos. C'est ce que je peux dire à ce sujet. C'est très bien. Merci, monsieur Emmanuel Kwami. Je vais me retourner vers monsieur Bouchedi. Il est en France. Alors, dites-nous, on parle bien de liberté d'expression, d'opinion, de libérer ses pensées. J'ai envie de vous demander, dans l'exercice de votre art, quelles sont les limites que vous vous permettez? Quelle est votre responsabilité là-dedans? Est-ce que liberté d'opinion, de pensée veut pouvoir dire qu'on peut dire ce qu'on veut et comme on le veut? Quelles limites vous vous imposez, vous, en tant qu'artiste? Alors, en tant qu'écrivain, je sais, par expérience, que l'imagination n'a pas de limites. Okay. Parce que derrière, un texte littéraire est d'abord le fruit d'une imagination. Or, le danger, par exemple, dans certains textes, c'est de nommer les personnes. Donc, la diffamation, il faut aussi trouver la diffamation en littérature. Mais de ce que j'ai écrit jusque-là, je ne me fais ou je ne m'impose aucune limite. Parce que derrière, je suis en phase avec mon discours littéraire, avec mon imaginaire, mon imagination, avec le propos que je véhicule dans mon livre. Entre-temps, je ne suis pas responsable de l'interprétation que fait le lecteur de mon livre, de mon discours. Et généralement, on est inquiété, ou plutôt un écrivain est inquiété, lorsque son discours littéraire est transposé, récupéré dans le discours social. Lorsqu'il s'agit d'interpréter ce discours-là face aux médias, par exemple, ou dans un autre espace du genre, ben là, on peut parler de diffamation, on peut parler d'attaque, on peut parler d'autres choses. Parce que généralement, l'écrivain est protégé par le discours littéraire, donc les métaphores, ce qui enrichit, ce qui fait finalement, comme disait Onel par rapport à la caricature, que l'auteur de ce discours-là se protège lui-même. Il ne nomme pas, par exemple, le sujet indexé. Supposons, quand on parle des dictatures en Afrique, vous avez par exemple Soni Laboutansi, l'un des meilleurs et plus grands écrivains africains de l'origine congolaise. Quand il nomme les dictateurs, il va lui parler par exemple du guide providentiel. Vous voyez, alors, quand on parle du guide providentiel et la description qu'il fait du personnage, ben ça renvoie à nos dictateurs africains. Et donc, si le dictateur se sent indexé, c'est son problème. Mais l'auteur n'a pas nommé le dictateur. L'auteur parle du dictateur et avec d'autres images. Or, dans nos sociétés contemporaines, malheureusement, nos dictatures, nos dictateurs se sont tout de suite visés eux-mêmes parce qu'ils sont accompagnés d'une cohorte de ministres ou de conseillers qui sont un peu pointus sur leur capacité à donner du travail à la police. Et votre discours, tout de suite, est vite fait récupérer. Et on vous impose parfois de nommer la personne que vous avez refusé de nommer. Lorsque j'ai fait publier un de mes livres en 2016, Silence de la contestation, il y a des médias gabonais, par exemple, qui se sont appropriés le livre. Parce qu'on sortait là d'une situation politique assez complexe. Vous aviez, par exemple, des journaux comme Gabon Miliataï, ou encore La Loupe, qui pouvaient titrer sur leurs médias « Le peuple gabonais expérimente le silence de la contestation ». Et donc là-dedans, il y a un moment qui est lié à la situation sociale qui prévalait en ce moment-là. Et donc, il y en a parmi ceux qui logent au large du gouvernement qui pouvaient faire le lien avec mon discours. Mais qu'est-ce que ce livre dit? Mais pourquoi ce livre-là est en phase avec la situation actuelle? J'ai écrit un livre en tenant compte, moi, de la situation sociale, en m'inspirant d'un discours ou des réalités, mais qui ne traite pas forcément ou nécessairement de cette situation-là. Et donc, la récupération médiatique peut parfois pousser un écrivain à à être poursuivi. Peut-être parce qu'on a mal interprété l'idée d'un écrivain,
alors que lui-même s'est protégé en utilisant des métaphores. Lorsque récemment, par exemple, je parlais de Rêve mortel, que j'ai été censuré sur la chaîne Gabon Télévision. En parlant de Rêve mortel, mais je parlais, en interprétant le discours de ce livre-là, je parlais de la situation de l'école gabonaise. Mais l'école aujourd'hui devient le lieu, non pas de la construction du rêve, mais de la mort du rêve des jeunes Gabonais. Parce que l'école n'existe plus au Gabon, en fait. L'école est dans une situation assez complexe. Le président Ali Bongo lui-même disait, il y a quelques mois, ou quelques années, pardon, qu'il fallait reconstruire, il fallait revoir l'école gabonaise. Parce que les jeunes Gabonais apprenaient dans les dépotoirs, dans les porcheries. Ce sont ces mots, dans les porcheries. Or, on se rend compte que, malgré ce discours-là, l'école gabonaise n'a pas changé. Les Gabonais apprennent toujours dans les porcheries. Est-ce que finalement, dire que le chef de l'État a été incapable de tenir sa propre parole, lui qui a promis après avoir observé qu'elle ait construit les écoles et qui n'a pas construit ces écoles-là, a menti, est-ce que c'est faire une preuve de diffamation? Vous soulevez quand même des questions, vous soulevez des questions du moment, des questions intéressantes et surtout avérées. Mais est-ce que moi, j'ai peut-être envie de vous demander, est-ce que dans vos communications, vous ne faites pas attention, j'ai envie de dire, à cette limite morale là, à cette limite morale qui veut que la vérité que vous énoncez ne puisse pas être choquante? Quoique, vous l'avez dit, chacun de nous peut se faire l'interprétation qu'on veut, mais au niveau de votre communication, est-ce que vous ne faites pas attention à cette limite morale là? Je préfère l'appeler comme ça. Alors, limite morale, je ne sais pas. Je ne parle pas de vérité, mais je parlerai plutôt des faits. Vous voyez, en littérature, le mot vérité est très, très capricieux. On parle plutôt de faits lorsqu'on essaie d'interroger ou de mettre en phase un roman ou un discours littéraire par rapport à une réalité sociale. Alors, j'ai dit les faits. Je parlais tout à l'heure, par exemple, du cas de l'école. C'est très exact ce que vous dites. De ses amis. C'est très exact ce que vous dites. Ce que je demande, lorsque vous mettez ces faits à la lumière du grand public, est-ce que la façon dont c'est dit ne vous interpelle pas à une certaine responsabilité, limite morale, qui veut que dans vos communications, les uns et les autres ne soient pas choqués? Quoique, je vais le redire, chacun a droit à l'interprétation qu'il veut. Non, mais le problème chez nous, vous voyez, c'est à ce niveau qu'on parle d'ailleurs de censure ou encore des limites de liberté d'expression en Afrique. Le problème chez nous, surtout quand on a affaire aux situations politiques, c'est que beaucoup de citoyens africains, et francophones surtout, ignorent que le chef de l'État est au service du peuple, donc de ses citoyens. En fait, le chef de l'État n'est pas au-dessus des citoyens. Le chef de l'État est au service. En fait, si on peut le dire de manière banale, il est l'esclave du peuple. Parce que lorsqu'il va, lors des élections présidentielles, il demande au peuple de le choisir lui. Il négocie ses voix. Et le peuple le responsabilise pour qu'il mène à bien le projet pour lequel il a été élu. Est-ce que vous voyez? Or, chez nous, en Afrique, lorsqu'on demande les comptes à quelqu'un à qui on a donné ses droits, on a cédé ses droits, ça devient un problème. On pense au chef de l'État en Afrique, francophone surtout, et central, je précise, comme un demi-dieu, un peu de cette image de Mobutu qu'on avait à une époque où on le présentait toujours dans un nuage, vous parlez d'après Dieu, c'était lui, etc. Et donc ça fait que tout de suite, quand vous vous adressez au chef de l'État, on voit là un danger. Vous êtes tout de suite mis en danger, sans tenir d'ailleurs compte du discours que vous avez à tenir, juste parce que vous parlez au chef de l'État. Or, on ignore, vous voyez ce qui se passe par exemple en Europe, mais vous discutez avec le chef d'État dans un café, vous discutez avec le ministre dans un café, parce que c'est d'abord des sujets sociaux comme tout le monde. Or, chez nous, on a un regard avec l'autorité qui est assez complexe. Or, moi, je suis de ces jeunes qui pensent qu'en fait, mais par rapport à l'école, c'est l'école qui me l'a appris, et l'école gabonaise particulièrement, que le chef de l'État n'est pas au-dessus des autres citoyens. Que le chef de l'État est là pour accomplir la volonté du peuple. Lorsqu'on a le budget, par exemple, le chef de l'État est payé par le contribuable, et ça, il faut le dire. Donc, quand le chef de l'État agit, mais il ne fait pas don de lui, il ne fait pas don de soi. Il agit parce qu'il a de l'argent pour ça, c'est de l'argent du peuple. Il est supposé faire des routes. Or, quand on n'a pas de route, on doit demander au chef de l'État de faire des routes parce qu'il a de l'argent pour ça. Et cet argent n'est pas son argent, c'est l'argent du contribuable. Quand il n'y a pas d'hôpitaux, il faut qu'on dise au chef de l'État de construire des hôpitaux parce que dans son programme, il disait, vous me lisez, je ferai des hôpitaux. Mon type, tu as de l'argent, cet argent est le nôtre, où sont les hôpitaux? Donc, le dire, il n'y a pas de diffamation. Le dire, ce n'est pas affronter le chef de l'État. Le dire, ce n'est pas chercher la censure, mais on a aussi la responsabilité en tant qu'écrivain, en tant qu'acteur. On a la responsabilité morale de porter certains rêves, certains discours sociaux. Parce que on a ce discours banal qui circule dans tous les sens d'ailleurs, que l'écrivain le porte-voix ou le porte-parole du peuple. Et c'est Césaire d'ailleurs qui le disait dans le discours, dans le Cahier des retours au pays natal. Or, lorsque un écrivain se fait porte-voix des sans-voix,
Mais en réalité, mais il n'a pas la seule limite morale, comme je disais, mais c'est l'affront de la personne. Je prends banalement un exemple. Pour le cas du Gabon, lorsque je m'adresse au chef de l'État, je parle bien du chef de l'État. Je ne m'adresse pas à M. Ali Bongo en tant que père de famille, etc. Lorsque je m'adresse à un ministre, je ne parle pas de sa vie privée. Je parle de ce qui incombe à sa fonction de ministre, parce que c'est un homme public, c'est un homme d'État. Okay. Lorsque je parle à un député, je ne parle pas de cet homme qui mange, qui a sa famille, sa femme, etc. Je ne parle pas de sa vie privée. Je parle de celui qui est supposé représenter le peuple. Et donc, en ce moment-là, j'ai le droit de demander des comptes. Parce qu'en réalité, la politique qu'ils mènent, que toutes ces personnes-là mènent, mais vise le bien-être des populations, vise le bien-être des citoyens. Or, si leur politique et les actions qu'ils posent ne sont plus en phase ou ne sont pas en phase avec la volonté du peuple, on a le droit de leur demander des comptes. C'est très clair, c'est très clair. Vous voyez. Or, malheureusement, chez nous, il y a beaucoup de complexité dans le rapport entre le chef de l'État ou ceux qui gouvernent et d'autres sujets. Mais je suis de ceux qui pensent, malheureusement, que ça n'avait pas existé. Et donc, si les médias nous censurent, on l'impose autrement. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux qui existent. On a des espaces comme ceux-ci. Mais ça, c'est parce que, dans notre pays, par exemple, pour parler du cas du Gabon, mais il n'y a pas de médias qui essaient de donner la parole à tout le monde. On a des médias qui sont financés par le gouvernement. Lorsqu'un média est financé par le gouvernement, vous pensez qu'il va tenir quel discours? C'est ça le problème en fait. Or, quand vous regardez le Cameroun, en France ou c'est pas dans d'autres pays, mais il y a des patrons qui tiennent leurs médias. Donc leurs médias ne sont pas subventionnés par l'État et donc ne subissent pas forcément les caprices de ceux qui gouvernent. Donc les gens, tout en étant respectueux, tout en restant respectueux des lois et des normes en vigueur, mais tiennent leur discours, véhiculent leurs idées et exposent simplement leur vision de vie. Or, chez nous, on a encore ce problème-là, parce qu'il manque des médias libres. Les médias eux-mêmes ne sont pas libres. Or, si les médias ne sont pas libres, je suis désolé, ce ne sont pas les citoyens qui seront libres. Je crois qu'à ce moment-là, c'est peut-être la dichotomie notoire qui existe entre les chaînes d'État et les chaînes de services publics. Parce qu'aujourd'hui, les chaînes d'État telles qu'elles sont instituées, elles sont là justement pour communiquer sur l'état de gouvernement. Et c'est ce qu'on voit justement dans nos différents pays. Je pense qu'il nous faut beaucoup plus des chaînes de services publics qui servent justement la société, qui servent le public. Et là, c'est peut-être le parallèle qu'on peut faire entre Gabon Télévision par exemple et TV+, qui n'est pas sur le câble. Ce média-là qui arrive à ressortir les réalités du terrain, à servir le public. Je vois monsieur Onel Kogué qui doit avoir des papillons dans le ventre. Je vais peut-être me retourner vers vous dans l'exercice justement de votre art qui est la caricature. Est-ce que dans votre élan de décrire des faits de société, de vouloir instruire, est-ce que vous permettez des limites selon vous? Non. Normalement, je n'ai pas de limite. Vous voyez, je fais comme je pense, je prends un sujet, je le traduis et je balance les faits parce que il faut savoir que je me base sur les faits, je me base sur ce qui se passe. Vous voyez, je ne me lève pas un bon matin, je ne sais pas, pour parler de ce que j'ai mangé le midi ou de quelle couleur sont mes dessous. Non, pas du tout. J'illustre fait que les Gabonais vivent depuis trop longtemps déjà, vous voyez. Donc, moi, je me suis levé, je me suis dit, je n'ai pas d'autre choix que de le faire ainsi. Parce qu'avant, on participait à cela, mais vous voyez, mais j'ai décidé que, bon, peut-être que celle-là serait la meilleure des manières. Et au moins, par la caricature, vous pouvez vous adresser à qui vous voulez, vous voyez. Peut-être en respectant certaines formes, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, je ne cite pas les noms, vous voyez. Mais je peux rapporter ou bien je peux réutiliser les paroles de quelqu'un. Et même encore là, c'est mal vu. Imaginez-vous, un homme de pouvoir, un grand quelqu'un, comme on dit chez nous, arrive et dit, dans 5 ans, je vais construire ceci, je vais faire ça. Ok, 5. Vous faites le constat que rien n'a été fait, alors que l'argent a été sauvagement dilapidé. Les facteurs économiques sont là pour les justifier. Vous prenez ces paroles-là, vous remettez ces paroles-là à l'ordre du jour, on dit tout de suite que vous êtes impoli, vous êtes sauvage, on veut vous censurer, on fait sortir la HAC, la haute autorité de la communication. Voilà, vous voyez. Donc aujourd'hui, c'est devenu extrêmement
compliqué. Les gens ne peuvent plus parler comme ils veulent. Et l'autre truc, c'est que les gens ne viennent pas parler juste parce qu'il faut parler. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de liberté d'expression. Mais on n'est pas là pour dire de tout et de rien. Non, 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 non. On revendique en rapport des faits. Si vous voulez, je vais prendre un truc simple. Moi, la liberté d'expression, par exemple, je la considère comme étant une voiture, un véhicule, si vous voulez. Et un véhicule a plusieurs pièces. On a la revendication, par exemple, comme moteur. On a, par exemple, les pneus comme dénonciation, les phares comme sensibilisation et tout. Et j'en veux pour preuve à ce que je dis, parce qu'on veut véhiculer un message. Vous voyez? Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui devait constituer la liberté d'expression, ce sont tous ces paramètres-là. Peu importe comment vous l'utilisez ici, on a des écrivains, on a des chanteurs, on a des slameurs. Même là, c'est dommage pas des bateaux, il faut penser la prochaine fois, parce qu'ils ont tant à dire aussi. Donc moi, j'estime que c'est assez compliqué. Laisser les gens s'exprimer. On ne peut pas oppresser, on ne peut pas opprimer des gens et les censurer par la suite. Mais vous êtes là pour faire quelque chose. On constate que vous ne le faites pas. On le dit. Nous sommes impolis, nous sommes insolents, patati, patata, on veut vous bloquer. Non mais très clairement, les papiers. Très clairement, ce que vous dites tombe à point nommé, parce que vous le répétez tout à l'heure, vous le disiez tout à l'heure, que nos dirigeants sont des élus locaux, ce sont des personnes que le public, que le contribuable a dû installer. Et à ce moment-là, dans un contexte où un chef d'État dit qu'il fera ceci dans 5 ans, si on ne parle pas, si on ne s'exprime pas, c'est comme un peu pour dire faites comme vous voulez. Donc je crois que la critique a sa place, parce que si on ne critique pas, si on ne parle pas, si on ne peut pas évaluer les politiques publiques, ça devient compliqué et peut-être qu'on est en train de nous assujettir à une forme de dictature, je ne sais pas. Si vous voulez continuer, le micro ouvert, sinon on va partir. On devient comme des zombies. Retourner vers Emmanuel Marie Foutou pour qu'elle nous donne justement son ressenti sur cette situation. En ce qui concerne la censure, je pense que ce qui donne la latitude à nos autorités d'aisément nous censurer, c'est le fait que nos lois sont imprécises. Notre cher ami juriste l'a précisé tout à l'heure que la loi togolaise, par exemple, n'a pas de texte de loi précis sur les limites de la liberté d'expression au Togo. Comment donner un droit à des populations lorsque vous ne leur donnez pas, lorsqu'il n'y a pas de texte de loi précis qui prend en compte les réalités du quotidien de cette population-là? Vous vous référez à des textes de loi internationaux, mais qui ne prennent pas souvent compte de ce que vivent les populations. C'est ce qui donne la latitude à nos autorités d'aisément nous censurer, d'aisément restreindre l'accès à certains médias, par exemple. Ensuite, en ce qui concerne, j'aimerais rebondir sur les propos de M. Bouchedi lorsqu'il parlait du fait que nos médias sont pour la plupart tenus par nos autorités sur le plan financier. C'est tout à fait normal que quelqu'un en fait ne morde pas la main de celui qui le nourrit. C'est tout à fait normal. Mais comment est-ce que nous en sommes arrivés là, à faire en sorte que nos médias soient totalement financés par l'État? Comment en sommes-nous arrivés là? Alors que, si je vous prends le cas de l'Union par exemple, l'Union, dans les années, je lisais dans les années 80, je lisais encore un numéro qui est apparu lors de la conférence nationale de 1990, excusez-moi, la conférence nationale souveraine de Libreville, qui, dans le billet d'humeur, le Makaya, je ne sais pas s'il y a même encore cette rubrique-là dans l'Union, le Makaya, qui décrivait, avec virulence, avec précision, qui donnait les réalités de ce qui était en train de se passer au niveau du Gabon. Mais aujourd'hui, le Makaya ne décrit plus exactement, n'a plus ce courage-là de dépeindre les réalités du pays, parce qu'il sait que le journaliste qui est derrière va se faire taper sur les doigts par les autorités. Vous voyez, il y a une certaine... Je pense qu'il faut que les Gabonais prennent d'abord conscience que nos médias sont... Ils savent que les médias sont entre les mains
des autorités, mais qu'ils prennent conscience de cela et qu'ils cherchent des solutions. Parce que si on nous arrache nos instruments, nos voix, si on nous arrache nos voix, comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à faire entendre nos opinions? L'Union, quoi qu'on dise, c'est le premier média, c'est le média de référence au Gabon. Comment faire en sorte de récupérer ce média? C'est tout simplement en réussissant à faire comme à l'époque. À l'époque, il y avait un comité de direction qui n'était pas là où l'État n'avait pas une part prépondérante. Il y avait la Sonapresse qui était actionnaire de l'Union. Il y a plein de choses, il y avait plein de mécanismes qui permettaient de faire en sorte que les journalistes pouvaient s'exprimer de façon libre. Quoi qu'il en soit, je me rends compte que le temps est parti, me faisait signe mon réalisateur. J'aurais aimé rester plus longtemps avec vous. Je vais peut-être vous demander comme ça un tour de table, un mot de fin. Mais avant, une seule question à répondre oui ou non. La liberté de penser, la créativité, elle est certes sans limite. Monsieur Bénitien Bouchedi, est-ce que vous êtes pour la limitation de la liberté d'opinion, d'expression? C'est un oui ou c'est un non? La suite pour un prochain numéro. Non. Merci bien. La question vous est posée également, monsieur Kwame Emmanuel. Oui. Ok, avis varié. Le tout-puissant Onel Jennifer Kogé, caricaturiste de renom. Non, en tant qu'homme d'art, je dirais non. C'est bien compris. Emmanuel Marie Foutou, le micro est ouvert de votre côté. En tant que futur journaliste, je dirais oui, parce qu'il faut encadrer la liberté d'expression. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Merci bien. Et j'ai envie de vous demander sur quel mot vous souhaiterez nous dire au revoir cet après-midi. Un mot de fin, Emmanuel Marie. J'aimerais tout simplement que nos dirigeants soient un peu plus regardants en ce qui concerne nos lois, qu'ils essayent de les réformer en pensant aux réalités de nos pays. Qu'ils essayent de rendre nos lois plus accessibles au commun des mortels. C'est bien compris. Le micro est ouvert du côté du Togo, à Kara. Ok, merci. Pour un mot de fin, avant tout, j'aimerais dire un sincère merci à tous les panélistes et à la Belle TV pour l'intérêt attaché à ma modeste personne. Et pour mot de fin, j'espère que je vais suivre Madame Emmanuel qui dit qu'il faut des lois adaptées. Il faut des lois adaptées dans la cité parce que ces lois ne sont pas là pour brimer les populations, mais pour essayer de protéger tout le monde. Parce que surtout les personnalités publiques sont le plus souvent exposées. Moindre chose, comme ils sont, on peut dire, la moelle, on les voit à chaque temps, donc ils sont plus touchés. Donc il faut qu'on fasse que chacun puisse vivre, parce qu'après tout, que vous soyez ministre ou président de la République ou journaliste, nous sommes des personnes et imaginons de nous mettre à la place des choses pour mettre un peu de l'eau dans nos publications. Merci. C'est bien compris. Merci à vous, monsieur Kwame Emmanuel. Le micro est ouvert du côté de la France avec Bénitien Bouchedi. D'abord, je te remercie pour l'invitation et toute ton équipe aussi. Alors, mon mot de fin, je dirais quoi? D'abord, rappeler que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la première partie de ce premier article m'intéresse. Tous les êtres naissent libres. Bon, je m'arrête là. Or, du fait qu'on est libre, on incarne la liberté. Il se trouve malheureusement que cette liberté est oppressée et mise en danger par les lois. Ce sont les lois et les normes qui, malheureusement, mettent la liberté en péril. En essayant de la régir, en essayant de la guider, en essayant d'éduquer la liberté, on la met finalement en péril. Parce que la liberté, comme disent mes amis de le syndicat, est très têtue. En fait. La liberté est une curiosité. La liberté est l'expression la plus totale, à la fois de l'imaginaire et de l'être, ou plutôt de l'être et de son imaginaire. La liberté, c'est ce qu'on est. La liberté est de l'ordre, ou plutôt le droit le plus sacré du vivant. Essayer de l'orienter, de la recadrer, mais c'est finalement l'étouffer et la pousser à une certaine, je vais dire, une autre forme d'expression qui virerait peut-être vers la violence ou encore des formes diverses d'expression plus fâcheuses. Et je pense pour le cas de nos sociétés africaines et francophones, l'Afrique centrale particulièrement,
il faut, au-delà des fameuses lois qui devraient les régir, d'abord éduquer ceux qui nous gouvernent. Parce qu'en réalité, ce n'est pas éduquer le peuple n'a aucun problème avec. Les citoyens n'ont aucun problème avec. Les citoyens sont remis en cause, ou plutôt sont poursuivis lorsqu'ils viennent, comme disait le grand frère Zongo tout à l'heure, indexer les insuffisances, les incomplétudes, les carences de ceux qui nous gouvernent. En ce moment, ceux qui nous gouvernent se sentent comme humiliés, se sentent comme menacés par la vérité, par la lumière qu'on fait sur leurs actes. Et là, on est réprimandé. Or, avant de réglementer finalement cette question-là, ou ces lois, comme disent, comme on dit mes précédents, en fait, la sœur et le frère, il faudrait finalement que nos gouvernants, d'abord, s'arrangent à apprendre, que dis-je, il faudrait que nos gouvernants, apprennent les notions de liberté, apprennent ce que c'est que la démocratie, apprennent de manière humaine à faire la différence entre les actions politiques et les actions humaines. Or, il se trouve malheureusement qu'empiéter sur les lois humaines, les lois les plus naturelles, c'est empiéter sur la liberté. Et je pense, pour terminer, finalement, dire à ceux qui m'écoutent, à ceux qui pourront écouter ce message, qu'il faut être libre. Soyez libre et têtu. Soyez ce que vous êtes en fait, que personne ne vous empêche d'être libre. Or, pour être libre, il faut essayer de l'être. Merci pour ces mots. Monsieur Onel Jennifer, nous allons terminer par vous. Ok, bon, déjà, merci encore. Vraiment, merci. C'est vraiment un grand plaisir. Ça a été un grand plaisir. Merci. J'espère revenir. Mais merci à Label TV. Merci à vous, aux invités au panel et à toutes les personnes qui nous regardent. Moi, je ne vais pas compliquer. Je vais juste dire que chez nous, la démocratie est comme un vieux trophée qu'on a obtenu depuis des années, qu'on fait sortir de temps en temps pour faire beau. Il n'est pas dépoussiéré, il n'est pas nettoyé. On le pose là, comme ça, de temps en temps, pour faire beau. Moi, je dirais qu'il serait temps de le dépoussiérer, de le faire briller, de le nettoyer et de le réellement mettre en valeur pour que nous puissions tous en profiter. Merci. Merci Monsieur Onel Jennifer Kogay. Nous rappelons que nous avons été tout au long de cette émission avec Emmanuel Marie Foutou depuis la France, Bénitien Boucheli depuis la France également, Onel Jennifer depuis les États-Unis avec notre très cher ami Kwame Emmanuel Koudadji. Merci à vous qui avez regardé cette émission. Retenons de cette émission que les hommes naissent effectivement libres et égaux, mais que ce sont les lois qui justement régissent les comportements des hommes en société qui viennent restreindre cette liberté. À ce moment-là, autant que ces lois soient donc le fondement ou sinon le reflet des us et coutumes des uns et des autres. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Sur ce, que Dieu bénisse les enfants d'Afrique. Ciao.